Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. C'est toujours, en fait, j'ose pas trop dire que c'est vraiment un des chefs-d'œuvre de la comédie au cinéma, tout, parce que en fait, avant de voir un film, dire qu'il est comique, ça tue un peu les possibilités de réception du film. Mais effectivement, pour le situer dans notre parcours, Billy Wilder, d'abord vous allez voir qu'il y a du Lubitsch plus que d'habitude, on pourrait dire, chez ce Wilder, parce que, évidemment, ce qu'il a pris de Lubitsch, c'est son génie comique, et puis toute la veine des sex comedies. On reparlera de cet impact charnel, je cite Billy Wilder, de Marilyn Monroe dans le film, que traduit cette affiche récente, me semble-t-il, de manière gigantesque. Mais effectivement, on est en 1958, donc pour vous resituer, dès l'époque muette, Wilder, en Allemagne, écrivait des scénarios de films muets. Et puis ensuite, il a écrit à Hollywood, donc à partir de 1937, il a écrit des scénarios, toujours avec un collaborateur, parce qu'au début, il ne parlait pas du tout anglais. Et il est enfin passé à la réalisation en 1942 avec Uniforme et Jupon court, dont je vous avais déjà parlé, avec Ginger Rogers, qui se travestissait en petite fille de 12 ans. Donc, indice, sur la folie du changement de costume et d'identité chez Billy Wilder. Donc évidemment, là, c'est un festival, vous allez voir. Mais c'est aussi pourquoi... Alors tu disais, ça fait drôle de voir qu'en 68 ou 69, par rapport à 10 ans plus tôt, on a changé d'air. C'est vrai qu'on est dans le nouvel Hollywood d'un côté et dans l'ancienne Hollywood ici, mais il faut rappeler quand même que certains l'aiment chaud. Et tourné en 58, moment où la couleur à Hollywood est complètement généralisée, et que s'il tourne en noir et blanc, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, il aime le noir et blanc, Billy Wilder, mais il a déjà tourné en couleur, notamment en 56, 7 ans de réflexion, son premier film avec Marilyn Monroe pour la Fox. Donc la couleur, c'est pas un problème pour lui, et c'est encore moins un problème pour Marilyn Monroe, qui n'apprend que tard que ce film-ci se fait en noir et blanc, et qui est déçue, car pour sa photogénie, elle aurait préféré de la couleur. Et puis, il tourne aussi en noir et blanc parce que le film n'est pas situé au moment de son tournage. C'est un film d'époque, on pourrait dire. Donc c'est aussi ça l'effet, c'est qu'il y a un effet de distance temporelle de ce film-là, et puis des aspects parodiques, si on veut, sur le film de gangster. Certains l'aiment chaud, entre mille autres choses, c'est aussi un retravail du film de gangster dont la grande époque était les années 30, le début des années 30 au cinéma. Donc il y a tout ce feuilleté temporel qui fait qu'on peut avoir l'impression qu'il y a plus que 10 ans qui séparent ce film-ci de toute une modernité ou une post-modernité hollywoodienne. Mais en réalité, moi, je pense qu'il est beaucoup plus subversif que les films plus contestataires qui ont pu avoir lieu après. Donc, je vous laisse juger et profiter aussi de la musicalité assez folle de ce film dans la syncope. C'est un film hot au sens de jazz hot aussi, puisque Billy Wilder, plus qu'ailleurs, travaille le rythme. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira et à tout à l'heure. Bon. Je serai concise parce que le film est long et que je pense que beaucoup d'entre vous l'avez vu. Est-ce que certaines personnes le découvraient pour la première fois? Non, je crois que... Si. Ah si, ouais. Bon, je vous dis quelques petites choses qui me viennent quand je le revois. Je l'avais revu... D'abord cette question, d'abord ce qui me frappe à chaque fois, c'est la perfection de sa construction. C'est-à-dire ces blocs-là qui font qu'on oublie presque tout le début de films de gangsters, disons, puisqu'on a ce bloc, disons, quasi parodique de films de gangsters du début de Prohibition. Puis ensuite... la partie Marx Brothers, je dirais, de la couchette de train, qui se remplit, comme le fameux gag de la cabine de bateau des Marx Brothers, puis finalement tout le monde est expulsé avec le coup de frein. Et puis ensuite l'arrivée, le changement de décor, on pourrait dire, donc, y compris du point de vue de la couleur. Je disais, le film est en noir et blanc, ce qui n'est pas commun à la fin des années 50 pour ce type de film et ce budget. Mais en fait, on sent la lumière différente, même si ce n'est pas tourné en Floride, c'est tourné en Californie.
Et puis cette toute dernière partie où finalement ils reviennent avec ce plan sur les pieds de Spatz, sur les guêtres, et où là, tout à coup, la musique, bien sûr, joue un rôle aussi, mais tout à coup, voilà, on a cette espèce d'effet de boucle entre le début et la fin, et on a l'impression que ces blocs sont très très bien construits, et qu'effectivement, ce qui les tient, justement, ce qui fait que le début et la fin, voilà, tiennent comme deux serre-livres de part et d'autre, c'est l'argument principal qui fait tenir le film, à savoir que le travestissement a une raison, c'est une question de vie ou de mort. Hein. C'est-à-dire, c'est pas seulement pour pouvoir, au début, il y a cette idée que peut-être qu'ils vont gagner leur vie, puisqu'il n'y a pas d'autre métier que d'autres postes que dans cet orchestre féminin, mais bien sûr, surtout, le deuxième argument qui vraiment fait tenir le film, c'est le massacre de la Saint-Valentin, qui est un vrai fait divers. Et donc, je pense que c'est important que la question du travestissement, ce soit une question de vie ou de mort dans l'écriture du scénario. Et ça, Billy Wilder, hein, qui était aussi scénariste, enfin co-scénariste avec son collaborateur East Diamond, y a pensé à ça, au fait qu'il y avait ce ciment-là absolument vital. Et c'est important parce que le film n'est construit que sur des pôles comme ça, le chaud et le froid, si on veut. C'est-à-dire le chaud, le hot, le jazz hot, mais aussi, bien sûr, tout le côté sensuel, sexuel du film, et puis le froid, la mort, le cadavre. Et d'ailleurs, le directeur du studio avait dit « ça marchera jamais », je crois que c'était Zanuck, avait dit « ça ne marchera jamais parce que ça ne se mélange pas bien. Le sang et le rire ne se mélangent pas bien, ça va faire un bide ». Non, ça a été le troisième meilleur succès en salle de l'année. Mais on comprend pourquoi il pouvait avoir des doutes sur ce mélange. Et finalement, ce mélange-là, c'est-à-dire arriver à faire tenir, c'est assez choquant. Hein. Au début, je ne sais pas si ça vous a... quand ils sont avec les gangsters dans le garage, c'est quand même une exécution de sang-froid. Enfin, c'est pas des... Alors qu'au début, la course-poursuite de films de gangsters dans des vieilles voitures du début, vous remarquez qu'on se tire dessus, personne ne meurt, personne n'est blessé. Donc il y a un travail de ça, de tout à coup le surgissement de la violence, disons, j'allais dire à la Scorsese. Enfin, en tout cas, Scorsese a évidemment vu ces films de gangsters de la fin des années 20 et du début des années 30. Donc il y a une vraie... La violence, elle est là quasiment dès le début, et c'est vraiment la mort. Il n'y a pas de... c'est pas entre les deux, c'est vraiment la mort. Et je dirais que voilà, ce qui fait la tension du film, c'est que la sexualité, le sexe, c'est aussi très cru d'une certaine façon. Et ça, tenir ensemble les deux, c'est la marque de Billy Wilder. On ne trouve pas ça, par exemple, chez Lubitsch. Si vous y pensez, il y a le côté très salé comme ça de certaines de comédies sexuelles, des allusions, des choses très très suggestives, mais par contre ça n'est pas mis en tension avec une autre crudité qui est celle du cadavre, de la mort, et c'est évidemment à mettre en lien avec l'importance du travestissement sous toutes ses formes chez Billy Wilder. Et il me semble que dans ce film-là, c'est vraiment une somme, disons, à savoir, dès le début, l'alcool, hein, puisqu'on est pendant la Prohibition, l'alcool est déguisé dans un cercueil, et comme par hasard dans un cercueil. Donc tout est comme ça. Le bistrot, le cabaret est déguisé en funérarium, etc. D'où le fait d'ailleurs que les gangsters aient fait de gags quand on croit que les étuis à instruments ne peuvent pas contenir des instruments. Ils contiennent forcément des armes. Donc on est dans un monde où tout le monde est déguisé en autre chose. Et les gangsters, à la fin, vont faire un congrès d'amateurs d'opéra. Et c'est une véritable contamination, si vous voulez, du travestissement. Mais ce qui me frappe, alors pour aller dans la précision cette fois-ci du travestissement lui-même au sens plus précis, qui devient femme et comment, évidemment, c'est que l'idée géniale aussi, c'est que les deux hommes qui se travestissent en femmes ne le font pas de la même manière. J'allais dire, ne restent pas
femmes, en tout cas, il y a une divergence dans leur devenir femme. Disons, il y en a un pour qui cela semble réversible, avec tout le jeu, toute une partie des gags, la plupart des gags sont basés sur l'ellipse, c'est-à-dire comment, je parlais de syncope, de jazz, etc. Vous aurez remarqué que la figure de montage récurrente du film, c'est ça, c'est-à-dire qu'on coupe et la chose est faite. Donc la première fois, on passe un coup de téléphone, on comprend qu'ils sont embauchés par téléphone, et puis le lendemain, ils sont déjà sur le quai travestis. On ne voit pas le changement. Ça, c'est important dans l'écriture, de fonctionner là-dessus sur des ellipses. Il y a un trou et on ne voit pas leur transformation. On ne la voit qu'une fois faite, même si elle est mal faite, entre guillemets, avec cette scène de mise en comparaison des deux travestis avec Marilyn Monroe sur le quai, et cette espèce de leçon de comment devenir, soi-disant, comment devenir une femme, disons, dans la façon de se mouvoir. Mais en tout cas, donc, première ellipse assez marquante, même s'il y avait eu aussi celle où il disait non, on ne va pas vendre nos manteaux, et puis on perdra forcément nos par-dessus, et puis couper, effectivement, ils sont en train de geler dehors. Donc voilà, tout le film est basé là-dessus, avec une variante qui est par exemple le panoramique filé, quand la caméra pivote très très vite et ça fait flou, dans la scène parallèle entre le yacht et la boîte de nuit, et qui, là, c'est presque le mouvement de caméra lui-même qui est drôle, qui produit un gag, parce qu'il nous montre le montage. Il nous dit, c'est comme les cartons Back at the Ranch, et pendant ce temps, etc. Donc, beaucoup des gags sont basés sur, justement, c'était un homme, ellipse, c'est une femme, avec celui où il se retransforme en homme en passant dans la salle de bain très très vite et en jetant ses habits de femme. C'est de la prestidigisation, évidemment, c'est le trucage du montage, c'est le raccord qui permet cela. Donc le film joue beaucoup sur un switch, sur un interrupteur comme ça, de passage d'un sexe à l'autre, mais donc entre Tony Curtis, qui peut faire des allers-retours entre femme et homme, c'est-à-dire qu'il est une femme, on pourrait dire convaincante tout de suite, et en même temps, il revient à l'état d'homme, mais en plus, il est un homme, je dirais, travesti socialement, puisque l'espèce d'accent plus ou moins british qui l'imite, et en fait, délibérément, c'est dans le scénario, l'accent de Cary Grant, c'est-à-dire cet anglais qui est devenu américain, qui était Cary Grant, et qui avait une façon particulière de prononcer l'anglais, un peu chic, mais en même temps pas non plus vraiment britannique. Et donc, il est quand même travesti quand il est travesti en héritier à lunettes. Mais enfin, il arrive à passer homme-femme avec avec évidemment la saveur des petites différences, c'est-à-dire le gag des boucles d'oreilles qu'il enlève au dernier moment. Mais on voit bien qu'il garde son charme de séducteur masculin. Donc il arrive à passer des deux côtés, à faire les allers-retours. Et on voit bien que autant c'est beaucoup plus difficile pour Daphné, pour Jerry, de devenir une femme. Et d'ailleurs c'était le cas pour Jack Lemmon, puisque Billy Wilder raconte qu'il avait fait venir au début un coach pour aider à la transformation, et que Tony Curtis y arrivait très, très, très vite, et l'autre, Jack Lemmon, n'y arrivait pas du tout, et que le coach avait fini par abandonner. Et ça, ils l'ont évidemment utilisé, ce qui fait que Jack Lemmon a du mal à être une femme crédible, mais en même temps, son personnage, surtout à partir de la scène des maracas, du tango et des maracas, on a l'impression qu'il ne peut plus revenir, disons, à son genre biologique. Et ça, c'est évidemment peut-être ce qu'il y a de plus subversif avec cette réplique qui est devenue une réplique culte à la fin de Personne n'est parfait, qui est une espèce de vertige quand on y pense, ce que ça veut dire, que l'homme comme l'imperfection de la nature, mais qui n'était pas une réplique qui était prévue comme étant une réplique finale, et finalement elle a été placée là, et c'est heureusement. Mais en tout cas, je trouve que ça rend le film beaucoup plus troublant, à savoir que donc on ne sait pas dans quelle zone se situe
Daphné à la fin. Bien sûr, le fait que Jerry ait changé de prénom au moment de monter dans le train est aussi un indice qu'il a sauté le pas d'une certaine façon et que peut-être il va pas réussir à revenir. Donc il y a tout ce jeu, cette espèce de moire entre une caricature virile, disons masculine, prédatrice, toute la métaphore de la gourmandise, de la pâtisserie, de ces hommes qui sont dans une pâtisserie parce qu'ils sont dans un wagon avec que des femmes. Et en même temps, on voit bien que cette masculinité comme ça de dragueur, elle est évidemment mise à mal et que le film est féministe, si on veut, dans ce sens-là. Et dans cet aspect-là, alors vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais je trouve que il y a deux moments qui sont assez poignants de ce point de vue-là. Un qui est plutôt humoristique, et c'est vraiment quand Joe dit enfin, oui, tu t'es fait pincer les fesses dans l'ascenseur, enfin, you see how the other half lives. Tu vois comment l'autre moitié de l'humanité vit. Donc c'est ça, cette obligation de se travestir, c'est une façon enfin de pouvoir être femme et donc de pouvoir souffrir ce qu'endurent les femmes, puisque ce ne sont pas a priori deux jeunes hommes empathiques de nature, mais donc il va falloir qu'ils soient dans les chaussures de femmes pour expérimenter le harcèlement, disons, permanent que vivent les femmes. Et d'ailleurs, il lui dit, il suffit, peu importe que tu sois une femme moche, il suffit que tu aies une jupe, ça suffit, c'est comme une cape pour les taureaux. Donc ça va assez loin dans une espèce de critique du machisme ordinaire. Et puis l'autre moment, disons le pendant de ce moment, dans ce film comme très très construit, c'est évidemment, de même qu'il y a deux chansons, I Wanna Be Loved by You, que chante Marilyn en robe, disons, claire, et puis le même modèle exact de robe noire quand elle a été quittée et qu'elle chante I'm through with love, c'est fini, etc. Et donc il y a cet autre moment qui est le moment où Joe est sans maquillage, mais où il porte quand même les habits de femme de Joséphine, et où il va, on pourrait dire, donner un baiser saphique à Sugar, et lui dire aussi aucun homme ne veut ça, ne vaut ça. Donc, même moi, sous-entendu même moi, ce qui est un moment où on voit que là, il est à nu. Enfin, il est à nu de maquillage, mais il est aussi à nu de tentatives, de machinations, puisque ça a été le personnage jusqu'à présent qui a été le plus calculateur, le plus à construire toutes sortes de stratégies, de stratagèmes, à récupérer le bracelet, etc. Et on a là le moment où, enfin, l'amour, ce qui semble être un amour réel, on pourrait dire, une considération de l'autre, disons, va jusqu'à dire même moi je ne vaux pas cette peine, je ne vaux pas donc voilà, le film pour moi est subversif, il reste subversif. C'est aussi pour ça que je disais à Jean-Paul tout à l'heure que je le trouve pas vieillot, enfin que même si, mais c'était peut-être pas ce que tu voulais dire, mais bon, c'est pas très important. Effectivement, c'était pas ce que je voulais dire. Il y a une violence et une crudité. Ouais, non, je voulais dire c'était plutôt la diversité de propositions esthétiques en l'espace de 8 ou 9 ans, en fait. Tout à fait. Mais en fait, tu as raison sur le reste, c'est pas ça. Mais donc il y a cette idée aussi que le film est situé à la fin des années 30, ce qui est à la fois important et pas important. C'est-à-dire que c'est pas important dans le sens où bien sûr que les problématiques, y compris justement de déconstruction de ce machisme, elles sont tout à fait années 60, enfin à l'articulation des années 50-60. Et donc on pourrait dire que le fait de situer le film à la fin des années 20 n'est pas important. Mais d'un autre côté, d'abord esthétiquement, ça donne le ton. D'autre part, ça a permis, ça c'était délibéré, ça a permis à Wilder, il disait, c'est pour moins qu'on ait l'impression que le travestissement est seulement ridicule. Donc s'il y a déjà les costumes années 20-30, le changement en femme sera plus harmonieux, disons, sera un peu plus, non pas vraisemblable, mais sera moins seulement burlesque. Parce que c'est ça le risque. Quand même, c'était ça, le risque de tenir ensemble le film de gangster, le côté burlesque du travestissement, mais aussi une histoire d'amour sincère. C'est quand même quelque chose de très difficile à tenir
sur tout un film. On voit très bien comme ça pourrait être uniquement burlesque, ridicule, on ne peut pas marcher en haut talon, etc. On voit très bien. D'ailleurs, le personnage de Osgood Fielding, c'est un cartoon. Je veux dire, son visage est un cartoon. Donc le générique a aussi ce côté cartoonesque, etc. Mais tout ça est un dosage. Et d'ailleurs, dans ce dosage, il y a Marilyn Monroe. C'est-à-dire que je vous parlais des différents degrés de masculinité, est-ce qu'on en revient, ou de féminité, c'est comme un continuel, c'est comme une sorte de moire. Et sur ce continuum de féminin masculin, Marilyn Monroe, a priori, elle est plutôt uniquement du côté féminin, sauf que pensez à ses rôles précédents, dont on a l'impression qu'elle offre ici une sorte de condensé, mais en même temps de condensé réflexif, puisqu'elle dit not very bright, je suis la blonde stupide. Elle le dit elle-même en racontant ses histoires d'amour. On a l'impression qu'elle parle de certains de ses rôles précédents, et notamment le rôle de 1956 chez Billy Wilder, 7 ans de réflexion, qui est quand même où elle joue la blonde absolument sexuelle et quand même très stupide. Donc c'est un film plus difficile à voir, je trouve, mais où là, il a réussi à véritablement écrire un personnage qui a une intelligence de ce qui lui arrive, de sa condition, de ce qu'elle peut espérer, et du fait que en amour, les choses se répètent et qu'on n'arrive pas à sortir de ses ornières, etc. Donc il y a vraiment une écriture du personnage en prenant en compte, évidemment, qui était Marilyn Monroe. Pourquoi il prenait en compte qui était Marilyn Monroe? Parce que, bien sûr, c'était un personnage public. C'est-à-dire, c'était d'abord la somme de ses rôles précédents, dont son rôle en 56 dans Les hommes préfèrent les blondes de Howard Hawks, où là, elle joue une croqueuse de diamants. On a un petit peu ça, puisqu'elle cherche des millionnaires, mais on voit bien que là, le personnage chez Hawks est bidimensionnel par rapport à là. C'est-à-dire qu'à la fois, elle cherche un millionnaire, mais à la fois non. Elle tombe en fait amoureuse du même saxophoniste qui est son type d'homme. Donc c'est déjà beaucoup plus difficile. Et j'avais noté une réponse qu'a faite Billy Wilder quand on lui demandait de parler de Marilyn Monroe. Et il dit, oh là là, mais Marilyn Monroe, il y a eu plus de livres sur Marilyn Monroe, je traduis en direct, que sur la Deuxième Guerre mondiale. Et d'ailleurs, c'est très proche, les deux choses sont très proches. Et il dit, en fait, c'était très complexe de travailler avec elle parce qu'elle avait énormément de problèmes personnels, en fait. Elle était à chaque fois au bord de la dépression profonde tout le temps. Et donc, voilà, la question pour un cinéaste, c'était, premièrement, est-ce qu'elle va arriver sur le plateau? Est-ce qu'elle va arriver à l'heure? Est-ce qu'elle va survivre le temps de la scène? Et est-ce que je vais pouvoir finir mon film? Et donc, voilà, que la présence de Marilyn Monroe créait ce côté extrêmement vulnérable, enfin, de tout le monde, parce que tout ça coûte très cher, et que si elle craquait, c'était plus possible, le film ne tenait plus. Et il dit quand même, et ça j'aime bien Billy Wilder parce c'est pas un cynique en réalité. Il dit, mais une fois qu'on a eu tout fait, finalement ça valait le coup. Et il dit, je sais pas, mais c'est comme cette histoire qu'on disait, si je voulais quelqu'un qui soit à chaque fois à l'heure, qui connaissent son texte parfaitement. J'ai une fantastique vieille tante à Vienne. Elle sera là à 5h du matin et elle connaîtra son texte par cœur. Bon, voilà. Donc il sait très bien à qui il a affaire, et il sait très bien que ça vaut le coup. Et je trouve que nous, public, à l'arrivée, même si on sait qu'elle a mis 65 fois à dire où est la bouteille de Bourbon quand elle a ouvert le tiroir dans la chambre, paraît-il, eh bien, à l'arrivée, le film tient. Et il tient aussi par son, alors comme disait Wilder, son impact charnel, mais évidemment que c'est aussi un impact émotionnel. Bon, je vous laisse. Tu voulais peut-être... Ouais, non, juste parce qu'on parlait d'anecdotes tout à l'heure, en fait.
J'ai cru comprendre que, en fait, par rapport à Marilyn Monroe, en fait, il tenait pas absolument à la voir elle, si j'ai bien compris. Non, c'est plutôt elle qui a entendu parler du scénario et qui a demandé à en être, puisqu'elle avait le même agent que Tony Curtis et que Jack Lemmon. Donc elle a entendu parler du projet. Et apparemment, pareil, si j'ai bien compris ces histoires-là, finalement, il a pu choisir Jack Lemmon parce qu'il avait déjà justement ces stars, en fait. Oui, parce que Jack Lemmon était assez nouveau, mais il le trouvait très, 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 très bien. Et il a eu raison, et il a fait après, je crois, 6 films, si je compte bien, 5 ou 6 films, dont le prochain qu'on verra ici, Irma la Douce, avec Jack Lemmon, et dont aussi son tout dernier, Buddy Buddy. Donc il avait du nez, et on vous avait montré il y a plusieurs années It Should Happen to You. Le film de Cukor. J'ai oublié le titre français. Voilà, avec Judy Holliday, effectivement, là où il était encore plus jeune, dans mon souvenir quelques années avant. Oui, mais c'était pas une star. Tony Curtis était déjà une star, Marilyn Monroe aussi, et d'ailleurs ils étaient amants. Ça y est, on commence à tomber dans le... Mais enfin, du coup, il a pu se permettre d'embaucher Jack Lemmon... Parce que même s'il n'était pas connu, quoi, en fait. Oui, ça tenait. Parce que tout ça était, à ce moment-là, Billy Wilder a quitté la Paramount, il a fait ce film avec Marilyn Monroe et Tom Newell, 7 ans de réflexion, à la Fox, mais comme beaucoup de films Fox, de comédie, Fox, c'est un peu... c'est pas tout à fait satisfaisant, ce studio, je trouve. Et puis là, il est dans un mode de production qui est complètement hollywoodien et de studio, mais en même temps indépendant, avec un producteur indépendant. Donc ce sont des montages financiers en réalité difficiles. Comme c'est un grand succès, comme c'est devenu un film classique, on n'y pense pas, mais en fait c'était assez fragile à monter comme film. Alors, je rajoute une petite question. Moi, je suis intrigué en fait par rapport à la question de l'écriture, parce que il y a, comme tu disais, cette perfection en fait comment dire, dans tout en fait, dans le rythme, les dialogues. Enfin, on a l'impression que tout est pas verrouillé, mais parfaitement travaillé. Et il me semble que, par exemple, sur le tournage, en fait, il faisait respecter à la lettre en fait les dialogues. Je crois qu'il y avait le scénariste, son comparse Diamond, qui était là avec le scénario dans les mains et qui vérifiait que toutes les lignes soient bien dites. Mais je sais que sur ce film-là, finalement, il y a une grande partie qui a été écrite en cours de tournage. Et je trouve ça assez surprenant. Notamment la réplique finale. Oui, mais comment c'est possible en fait, d'arriver à ça? Et en même temps, est-ce que ça lui a pas laissé justement aussi une liberté? Je sais pas. Parce que ce qu'on comprend quand on voit ces films, c'est que c'est avant tout un scénariste, ce qui peut lui être reproché. Hein. C'est-à-dire que Billy Wilder, non seulement chronologiquement, il est de fait avant tout, il a été scénariste avant que de tourner. Et vous savez, je vous avais dit, il a tourné parce qu'il n'était pas content, parfois, de la façon dont je cite, salopait ces scénarios. Mais donc, il a aussi une idée de la mise en scène qui est, moi, la dernière chose à laquelle je pense, c'est où je mets ma caméra. Et je ne veux surtout pas, il disait, je ne veux surtout pas montrer que j'ai trouvé la place la plus maligne, pensez-vous à d'autres cinéastes, où mettre la caméra pour que ce soit un effet bœuf. Et il donne comme exemple une caméra qui serait placée à l'intérieur d'une cheminée avec le feu, comme ça. Et on verrait la scène dans une pièce et on verrait le feu devant. Et il dit, mais ça, je ne le ferai jamais parce que c'est le point de vue du Père Noël. Hein. Qui voit les choses se dérouler comme ça? Et donc, il a cette vision, enfin, à l'américaine, on pourrait dire, parce que Howard Hawks dirait la même chose du point de vue de l'efficacité de la mise en scène, c'est-à-dire, faut pas faire le malin, Et alors, chez Howard Hawks, je les compare parce qu'ils ont des thèmes similaires. Quand je parlais du travestissement, chez Howard Hawks, il y a beaucoup de situations de travestissement. Et c'est un peu le même fonctionnement dans le sens où c'est l'inversion. Ça paraît théorique, mais en fait, si vous y pensez, plein de situations chez ces deux cinéastes sont des situations d'inversion. Donc il y a des similarités vraiment de thématique et d'écriture, et aussi une idée plus générale de l'efficacité, qu'un bon récit, voilà, un bon film, c'est un bon récit avec des choses qui sont économiques, c'est-à-dire que si elles sont là, c'est pour faire avancer l'action. Alors, je trouve Wilder plus intéressant que Hawks dans l'écriture. Alors, Hawks
participé à l'écriture de ses scénarios, mais il avait des scénaristes. Wilder, il est vraiment la main à la pâte, et on voit bien que, oui, je suis d'accord que cette efficacité scénaristique, elle verrouille un peu les choses, et elle verrouille y compris une forme de liberté de la mise en scène. Mais il ne me semble pas que dans certains Lem Show, ce soit le mauvais côté de ça. C'est-à-dire que même dans sa perfection, il maintient des moments rythmiques qui sont presque des temps morts. C'est-à-dire que autant c'est sous le signe du jazz, de la syncope, hein, le groupe de jazz s'appelle The Syncopated, hein, c'est vraiment, on insiste là-dessus, hot, pareil, le jazz, la récurrence de ça. Je vous disais le montage, l'ellipse, enfin bon. Et en même temps, il y a beaucoup de moments beaucoup plus délibérément vaporeux, notamment ce moment qui s'étire quand ils sont sur le canapé du yacht avec l'histoire du baiser, enfin l'histoire de l'impotence, parce que de l'impuissance sexuelle, ça fait aussi partie du même qu'il y a un continuum entre qui est un homme, plus ou moins un homme, ou plus ou moins une femme. Il y a aussi le rapport à la sexualité qui est différent, qui est varié entre les compulsifs et puis ceux qui pensent ne jamais y avoir accès, ou qui feignent en tout cas être impuissants. Mais donc, il me semble que dans l'écriture, il a inclus presque des temps morts, ou en tout cas une sorte de ralentissement. Donc c'est l'un des films qui est le plus écrit de manière musicale, il me semble. Alors sinon, pendant que tout le monde réfléchit, j'en vois encore une anecdote. Non, mais tu as parlé de George Raft ou pas? Parce que j'ai raté un petit peu au début. George Raft. Ah oui, non, oui. Parce que c'est cette qui histoire... vient du film de gangster. Ouais, alors évidemment qu'il jouait dans Scarface. Hein, oui, ça, il joue dans Scarface, mais évidemment, mais en fait, plus personne voit Scarface. Oui, je parlais aussi de Howard Hawks, parce qu'il n'a pas fait que Les hommes préfèrent les blondes avec Marilyn Monroe et Jane Russell quelques années avant. Il n'a pas fait que un film important, Aller coucher ailleurs. Est-ce que vous avez vu ce film, Aller coucher ailleurs? Il faut. Avec Cary Grant et Anne Sheridan, où Cary Grant est travesti. Je fais juste une parenthèse là-dessus, parce que le travestissement à Hollywood, depuis, disons, si vous pensez à Victor Victoria, ça, on en avait parlé en ligne de Victor Victoria, 1980, Blake Edwards, le film ne peut pas exister d'une certaine façon sans certains Lem Show. Mais il y a en 1949, donc 10 ans plus tôt, Aller coucher ailleurs, où on a une immense star qui est Cary Grant, qui est entièrement travestie en femme, avec pour perruque, avec une perruque faite avec du crin de cheval. Et pour une histoire abracadabrante il est femme de militaire, et en fait dans la bureaucratie française, dans la paperasserie, c'est épouse au féminin, et donc pour pouvoir littéralement coucher avec sa femme, il faut que lui remplisse le rôle de l'épouse administrativement, et donc il est obligé de se travestir. Et la différence, c'est justement qu'il est obligé. Et que dans le film, il finit, j'allais dire, coincé dans son travestissement. Il est même du coup, comme il est effectivement pris pour une femme, ce qui est complètement grotesque, parce qu'il n'a pas du tout... l'effort n'est pas fait pour qu'il n'ait pas l'air grotesque. Eh bien, en fait, il est obligé ensuite d'être infirmière, de faire accoucher une femme, etc. Donc ça finit sur une espèce de gag, mais qui le piège complètement dans son être travesti. Billy Wilder, c'est beaucoup plus ouvert, libre, fou d'une certaine façon, et en même temps possible. Enfin, ça anticipe sur des choses très contemporaines. Donc voilà, ça c'était mon autre parenthèse hawksienne. Mais donc effectivement, George Raft, il y a des allusions au fait qu'il était dans ses films de gangsters originaux, et notamment dans Scarface, où il lançait une pièce. Donc le film, il fait... Et vous voyez bien qu'il a passé le geste de la pièce. Alors, je crois que c'est le fils d'Edward Robinson, ouais, c'est ça. Ouais. C'est le fils d'Edgar J. Robinson, donc c'est Junior, et qui fait effectivement le geste de pièce, et il dit « Where did you pick up that cheap trick » à qui c'est traduit par « tu m'imites », mais en fait, c'est « où est-ce que tu as été allé chercher ce geste » quoi. Alors, soi-disant, Billy Wilder avait appelé Edward Robinson senior, en fait, et il était tombé sur son fils, et
il y a un quiproquo là-dessus, c'est qu'il voulait embaucher le père, mais le père refusait de tourner avec George Raft. Oui, parce qu'il s'était battu sur un tournage. Mais je ne sais plus lequel, mais il s'était battu sur un tournage. C'est-à-dire que peut-être ça, on le perçoit effectivement de moins en moins, mais le film contient... C'est pour ça que son rapport au passé est intéressant. Parce que le film contient tout un monde hollywoodien. Il fait un peu penser à Chantons sous la pluie, pour ceux qui l'ont revu avec nous récemment, non seulement parce qu'il y a ce gâteau dont on sort, qui est une autre boîte avec quelque chose d'inattendu à l'intérieur, comme il y en a dans tout le film, et quelque chose de mortel à l'intérieur. Mais il y a effectivement ce même gâteau dont on sort dans Chantons sous la pluie, mais il y a ce même rapport au passé du cinéma, c'est-à-dire comment on fait... Et donc le congrès, là, où des amateurs d'opéra, c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est faire revenir les vieux du cinéma qui restent violents, mais qui sont institutionnalisés d'une certaine façon. Et je trouve ça, en même temps, je ne sais pas si vous avez vu beaucoup de films de mafia, y compris justement de la partie post-code hollywoodienne, c'est-à-dire post-classique, donc où on a le droit d'être violent, je dirais, où on peut être graphiquement plus violent, évidemment le Parrain de Coppola, évidemment les Scorsese, etc. Et où en fait je me dis que c'est pas tellement plus violent, c'est-à-dire qu'ici on a déjà leur violence. Le type... Si vous avez vu Gloria de John Cassavetes, par exemple, où il y a des mafieux aussi qui s'attaquent à une famille, et notamment à un petit garçon, à une femme, etc., il y a cette même idée très forte de la mafia, c'est ta famille, la mafia te protège, etc. Et puis, hop, au détour d'une phrase, mais elle peut aussi te tuer. Elle a tout pouvoir sur toi. Et là, dans ce discours a priori burlesque, on a tout ça. Le type avec son sonotone, le Little Napoléon, tout est dit sur comment procède la mafia. C'est-à-dire que c'est vraiment l'arbitraire total. Il peut faire élire l'autre comme étant son successeur ou il peut le tuer. Et dans la même phrase, voilà, il fait des... Et ça, je trouve ça assez fort. Et il faut vraiment être quelqu'un qui écrit pour... le film est aussi très écrit dans le sens où il a différents régimes de paroles. On ne l'a pas dit, mais c'est un tout petit peu une comédie musicale. Enfin, il y a les chansons, il y a voilà, il y a tous ces dialogues qui sont très différents, dont le discours, par exemple, du mafieux. C'est Little... Non, c'est Napoléon, ça. Little Napoléon. C'est pas Little César, quoi. Oui. Et puis même à un moment, il y a un pamplemousse. Ouais. Enfin bon, donc tout le passé du film de gangster est là dans le film, mais comme un congrès de vétérans, quoi. Et ça, Billy Wilder, il a toujours ça. C'est-à-dire qu'il a et ça c'est peut-être très européen de sa part, de toujours un peu charrier l'histoire, d'avoir un sens de l'histoire, de toujours amener quelque chose d'historique, ce qui est le contraire d'un Hawks qui va toujours de l'avant, qui est toujours au présent, et on a l'impression dans ces films que l'histoire avec un grand H n'existe pas. Lui, il y a toujours cette historicité, voilà, mais il faut savoir ce qu'il en fait. Alors on a Joséphine qui veut... Non, Géraldine, je ne sais plus. Qui vous êtes, Daphné? Oui, bon, moi, mon impression, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas vu, et c'est vrai que c'est un film qui nous restait en mémoire comme un film avec Marilyn. Et finalement, même quand on en parle vraiment très tard de Marilyn, parce que c'est vraiment porté par Jack Lemmon, surtout. J'ai redécouvert, mais il est vraiment formidable, c'est lui qui porte le film. Donc c'est vrai que finalement, les deux vedettes passent en deuxième position, voire troisième, tellement tous les mafieux ont des trognes et sont vraiment formidables. Et par rapport aux scènes de soi-disant violence, moi, je trouve qu'elles sont tellement... faites en spectacle que ça allège un petit peu finalement, puis bon, on nous cache vraiment les parties de sang, mais c'est tellement spectaculaire finalement que
ça passe pas comme des scènes si violentes que ça, même si ça apporte un petit peu. Et d'ailleurs, tous ces passages avec les mafieux font du bien au film, parce que finalement, il aurait été très lourd si ça avait été uniquement les deux comparses qui essayent d'avoir leur conquête amoureuse. Et ça fait du bien finalement d'avoir toute cette partie un petit peu mafieuse qui donne un autre rythme au film. Ah, vous aimez des vrais hommes, il faut qu'il y ait aussi non, mais ça fait du bien, parce que finalement on finirait par s'ennuyer avec c'est marrant, mais on finit au bout d'un moment c'est trop burlesque. Alors moi j'ai juste une question, j'ai jamais vraiment compris le titre. Il y a un petit moment au milieu où ils en parlent, mais par contre j'ai pas compris vraiment à quoi ça oui, ils en parlent. Oui, c'est vrai, ils en parlent. Enfin, le mot hot revient plusieurs fois. Il revient quand, vous vous souvenez, quand il joue pour la première fois, enfin, il devenu elle, sont dans le train et jouent, entre guillemets, jouent de la contrebasse et du saxophone, entre guillemets, comme des femmes, font des petits... Et où la chef d'orchestre leur dit, non mais là, faut vous réveiller, quoi. Allez-y, put some heat under it. Hein. Donc, faites chauffer, quoi. Chauffe Marcel, quoi. Donc, et là, il joue, j'allais dire normalement, c'est-à-dire qu'il joue comme s'il jouait dans un orchestre habituel. Donc, ce qu'on a remarqué à ce moment-là, si vous voulez, c'est qu'ils ont travesti leur façon de jouer. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Ils ont dit, on est travesti en femme, alors on va jouer, girly. et puis, en fait, non. En fait, un orchestre de femmes, c'est pas ça. Donc ça aussi, ça va contre le préjugé que l'orchestre serait pas un orchestre... donc il y a ça, et puis ensuite la réplique, c'est effectivement Joe qui, déguisé en Shell, en héritier Shell, qui dit oui. Some like it hot. Oui, certains aiment le jazz hot. Moi, je préfère la musique classique. Bon, là, c'est plus. Mais je pense que le hot, il est parce que tout le film est hyper sexuel. Chaud, oui. Et jusqu'à cette scène, enfin quand même, qui est effectivement complètement traitée en burlesque, c'est-à-dire stylisée, mais de par notre mémoire de spectateur aussi, si on a vu les Marx Brothers, mais même si on l'a pas vu, on voit quelque chose de l'ordre de la mise en scène, c'est-à-dire le champ de la caméra qui se remplit de corps dénudés, féminins, et qui à un moment explose ou implose. Et qui est quand même une scène, de quasi-viol, d'une certaine façon. Hein, quand il tire quand Daphné tire le signal d'alarme, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'elle est complètement... Alors bien sûr, il va être découvert, mais c'est très anatomique. Enfin, il y a tout un... Mais en même temps, il y a une vraie violence quand on y pense, même si c'est traité... Oui, alors à propos de jouer chaud, jouer jazz, jouer... Quand il se met Daphné à jouer chaud, en fait, il est tellement excité par Marilyn qu'à un moment, il tourne et puis il continue à jouer. Et puis à ce coup, il se rend compte qu'en fait, il ne joue pas avec le bon côté de la contrebasse. C'est très drôle, ça. Et alors, justement, ça me vient là d'un seul coup en vous écoutant parler, c'est que l'accumulation de tous ces corps dans la cabine du train, moi, par moment, elle me met mal à l'aise. Et je me suis dit, parce que quand on connaît l'histoire de Billy Wilder, je me suis demandé là, subitement, si par hasard, c'est pas un mauvais clin d'œil à ces trains qui emmenaient dans les camps de concentration, où les corps étaient entassés. Je ne sais pas, je pose la question, parce que moi je trouve que par moments on n'est pas bien, parce que justement ils sont... De toute façon, il est marqué par ça c'est inévitable, je veux dire, c'est pas une empreinte qu'il peut oublier parce qu'il fait une comédie, et c'est aussi la citation que donnait Jean-Paul du côté « quand je suis déprimé, je fais une comédie », ça. On voit bien qu'il y a un soubassement existentiel, même ceux qui écrivent des comédies peuvent être très lucides sur... Donc, effectivement, Wilder, non seulement il a fait ce film de montage, dont j'ai oublié le titre, mais documentaire à partir d'archives des camps,
non seulement en 1945, quand il est retourné en Europe, il s'est aperçu qu'une grande partie de sa famille avait été déportée et tuée et assassinée à Auschwitz, dont sa mère. Donc c'est inévitable qu'il est entièrement marqué par ça. Donc à la limite, c'est pas une extrapolation dans la mesure où sans doute ne peut-il qu'y penser. Enfin, je veux dire, qui ne peut pas. Et d'autre part, moi, il me semblait que c'était dans Sabrina. J'ai eu à un moment, il y a une espèce de tentative de suicide. Enfin, elle est désespérée de pseudo-tentative de suicide. Et j'ai aussi pensé à ça, aux chambres à gaz, parce qu'elle essaye avec un peu comme dans L'ombre d'un doute d'Hitchcock, enfin comment on appelle ça, les pots d'échappement, quoi. Vous vous enfermez dans une. Donc c'est pas impossible qu'il y ait ça, mais après je pense pas qu'il ait voulu, par contre, l'écrire de telle manière à ce que nous spectateurs y ait ce rapprochement. Et même si Billy Wilder peut être lourd, il est lourd dans son humour. Je pense qu'il est très subversif et très transgressif et cru, etc. Je ne pense pas que délibérément il irait faire le rapprochement. Non, voilà. Mais voilà, on peut y penser. Et puis par ailleurs aussi, le thème des masques et du travestissement, forcément on y pense aussi, parce que effectivement les Juifs qui ont dû se cacher, fuir, même changer de religion, enfin bon, je ne pense pas qu'il ait voulu en parler délibérément, mais peut-être à son insu, c'est ce qu'on peut ressentir. Oui, mais il raconte souvent, parce qu'il y a beaucoup de livres d'entretien, etc., quand il était petit, alors je ne sais plus, j'ai oublié maintenant, mais justement d'être petit, d'avoir été témoin, disons, de plusieurs choses, notamment de la pompe austro-hongroise, d'avoir vu défiler l'empereur, etc., puisqu'il était dans l'empire austro-hongrois, et d'avoir très vite saisi quelque chose de cet apparat, de cette mise en spectacle, du fait qu'il y avait une apparence et puis qu'il y avait un arrière-fond, et que souvent c'était pas joli les adultes, et d'avoir compris très tôt qu'en fait il y avait une hypocrisie, disons, de ça. Donc on peut se dire que c'est quelque chose de structurant pour lui dès le début, de même qu'il a été gigolo et que donc j'en avais parlé de sa jeunesse un peu de gigolo, et qu'en même temps il a écrit un article dessus, étant aussi journaliste. Donc voilà, toujours cette capacité à réfléchir sur des situations pas reluisantes, mais en même temps de ne pas être dans le jugement moral. Sinon il n'aurait jamais pu être le disciple de Lubitsch. Donc avoir quand même tout de suite perçu que tout ça, oui, les gens, on est toujours acteur socialement, et que c'est pas toujours joli ce qu'il y a sous le masque. Mais qui pousse aussi loin ça ? Enfin, moi, il me semble que ce film-là vraiment va très très loin dans le travestissement de tout et de tous. Et même à l'échelle d'un personnage, mettons le personnage joué par Jack Lemmon, jusqu'à la fin, il se retravestit. Hein, vous vous souvenez, il se remet en femme, il se remet en homme, puis quand il se remet en homme, il oublie ses hauts talons, ce qui fait que la poursuite reprend, etc. Donc c'est à chaque fois, ça nous rappelle qu'un signe féminin, ça y est, la mort, la poursuite mortelle... Donc c'est extrêmement... C'est comme un affolement, c'est comme un emballement du travestissement, qui forcément revêt une valeur allégorique, du coup. Enfin, ils sont aussi dans des jeux de rôle de personnages, puisqu'il y en a un qui va faire le handicapé, l'autre qui va faire l'aide-soignant. Enfin bon, ils ont plusieurs rôles aussi. Oui, mais c'est presque aussi, je pense, une réflexion sur le processus même de la comédie. C'est-à-dire que la comédie, c'est du timing, d'où les maracas. Hein, je ne l'ai pas dit, mais pourquoi à chaque fois il refait ses maracas ? Ça, c'est parce que, et ça, il tient aussi ça des Marx Brothers, que les répliques font rire, et il ne faut pas que les rires cachent la prochaine réplique. Donc comment faire ? Il faut faire un petit coup de maracas entre chaque, parce que sinon on écrit toutes ces répliques drôles et en fait elles ne sont pas entendues par le public. Donc toujours une question de musicalité et de direction de spectateur, comme dirait Hitchcock. Mais oui, pourquoi je disais ça ? Je sais sais plus le début de ma phrase. Je suis vraiment frappé, je ne l'avais pas vu depuis longtemps. J'avais retenu évidemment le côté... on vous entend. Le côté comédie, évidemment. Ouais.
Mais c'est incroyable comment tous les genres de films sont mélangés dans le film. Quoi. Il y a tout, quoi. On voit tous les genres, typiquement film américain. Les autres choses sauf le western, peut-être. Sauf le, alors, quoique, parce qu'il a une allure presque d'indienne quand il danse avec ses machins, là, Jack Lemmon. Ce qui m'a aussi frappé là, c'est qu'effectivement, cette espèce de couple à trois, là, je trouve que Marilyn Monroe, je trouve que c'est vraiment, on dirait Betty Boop, en fait. Hein. Elle a un côté vraiment très dessin animé. Et le couple, en quelque sorte... Curtis Lemon en fait me fait beaucoup penser au couple qu'ont formé James Stewart et Cary Grant dans Serenade à 3 ou New York Miami, je sais plus, peut-être les deux d'ailleurs. Je trouve qu'ils avaient vraiment ces côtés-là. Et bien alors il y a un autre truc qui m'a épaté que je ne pensais pas voir, c'est qu'en fait La Grande Vadrouille qui a été fait 10 ans après, en fait il y a énormément de trucs qui ont été pompés là-dessus, quoi. Oui. Et par contre, pour l'avoir revu, la grande différence, c'est que là, il y a un rythme incroyable, alors qu'en fait, La Grande Vadrouille est quand même d'une lenteur incroyable, mais même la scène dans le restaurant, tout ça, le travestissement de Bourvil et de Funès. Enfin, c'est rigolo. Et ça... Oui, le film a nourri énormément d'autres films. De choses, ouais. Et dans sa perfection, et vous avez raison de souligner que, en fait, le rythme, c'est extrêmement difficile. En fait, il faut être vraiment très très fort pour non seulement à l'écriture, mais ensuite à la mise en scène, au tournage, et ensuite au montage. C'est à toutes ces étapes qu'il faut travailler pour que le film soit rythmé de la façon dont il est rythmé. Et effectivement, sur le compagnonnage, alors vous vouliez dire Gary Cooper et Frederick March dans Serenade à 3, et effectivement ce trio qui vient de Lubitsch, mais il me semble que Wilder fonctionne quand même plutôt par couple 2+2, tandis que Lubitsch laissait, j'ai essayé de le montrer, il laissait vraiment le trio perpétuel, et c'était ça son ouverture. Wilder est plus... il maintient moins, je trouve, cette dynamique-là. Mais ce qu'il y a de beau aussi dans toute la partie plage, je dirais, du film, c'est que même, je crois que le rythme au cinéma, c'est pas seulement temporel, c'est pas seulement la rapidité de certaines scènes d'action, comment une poursuite revient, etc. Oui, il y a ça, mais il y a aussi ce qui nous reste visuellement et de la lumière. Et donc, quand on arrive avec les palmiers, les gens sur la plage, etc., ça nous impressionne aussi d'une autre façon. Et ça nous détend d'une certaine façon. Et quand le gangster revient, c'est jouer des tours, c'est jouer avec le spectateur. Il me semble qu'à ce moment-là, on avait pris nos aises, quoi. Nous, on avait vu la lignée de millionnaires qui étaient là sur leur chaise, leur fauteuil à bascule, etc. On s'était un peu étalés tranquillement. Et là, le type revient et la mort. Le loup entre dans la bergerie. Et donc ça, c'est des questions de rythme à la fois narrative, à la fois dans le montage, à la fois dans la musique, à la fois dans la lumière. Et c'est très très bien fait. De même que le choix de cet hôtel en particulier, qui est évidemment un vrai hôtel, hein, il n'a pas reconstruit un énorme hôtel comme ça, mais même s'il n'est pas en Floride, c'est quelqu'un qui le décrivait du point de vue architectural comme un mélange entre une pièce montée et un yacht. Et effectivement, qu'est-ce qu'il y a dans le film ? Exactement ça. C'est-à-dire, il y a le gâteau et il y a le yacht. Donc, c'est en fait ce travestissement qui est partout et une espèce de principe d'organisation qui préside à la fois au rythme, à la fois aux situations, à la fois presque à la philosophie du film, qui est que tout peut s'inverser, mais par contre, tout est risqué. On ne sait pas si on en reviendra, quoi. Et donc, si on devient une femme, on a beau enlever sa perruque, voilà, c'est pas garanti qu'on reviendra de l'autre côté. Et ça m'a fait penser aussi, que j'avais pas identifié d'ailleurs, comme un espèce de genre aussi, pas mal de films américains. Ce côté à la fois d'envie de se dépasser, donc d'aller vers autre chose, un autre genre, etc., qu'on retrouve dans plein d'autres endroits. Par exemple, je sais pas...
des films qui n'ont rien à voir, genre La Mouche, etc. C'est ça aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cette ou Dr Jekyll et Mr Hyde, hein, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est assez fort chez les Américains. Oui, c'est-à-dire ce que vous pointez, c'est l'altération. C'est ça. L'altération, que ce soit sur un mode fantastique ou que ce soit sur un mode symbolique ou du genre. Et ça... Je ne sais pas si c'est typiquement américain, mais ce que je vois, c'est que pour Billy Wilder, en tout cas, c'est presque politique. C'est-à-dire que c'est l'idée qui est importante, et je pense que le fait qu'il soit européen joue, qu'il ne faut pas... que toute identité est une fiction. Voilà. Et donc ça, ce serait plutôt juif, je dirais, au fond. C'est-à-dire que toute identité est une construction, qu'elle est toujours en évolution, qu'on est toujours ça et ça et ça et ça, et non pas seulement ceci. Et donc ça a l'air de rien comme ça, mais en fait, c'est un principe à la fois narratif, de toujours s'altérer, et c'est un principe de vie, c'est un principe qui devient un principe politique. Parce que du coup, on a l'impression que les films de Wilder peuvent être faits, tissés de stéréotypes, et on pourrait très bien critiquer le film en disant mais c'est complètement caricatural, les hommes sont caricaturaux, la femme est caricaturale, etc. Mais en fait, ce qu'il arrive à nous montrer, c'est qu'ils sont toujours en train de changer, toujours complexes, que la blonde qui dit je suis pas futée, bah, en fait, elle est aussi futée, enfin... Et elle est quand même, elle retombe dans ses propres travers quand même, voilà. Et que donc la notion même d'identité est remise en cause. Alors ça c'est le cas dans la philosophie, la littérature, tout ce qu'on veut, mais au cinéma, des fois c'est bien pratique d'avoir au contraire des stéréotypes et de jouer sur des choses identitaires et folklorisées. Et Billy Wilder, non, je pense qu'il a vraiment ça de... Bon, moi, j'associe ça à sa judéité. Bon, on peut discuter de ça, mais en tout cas, c'est assez fort. Bon, bah, en tout cas, merci sur ces mots sur l'identité flottante. Je vous invite à venir la prochaine fois voir Irma la Douce, en couleur pas possible, et située à Paris, s'il vous plaît, aux Halles, dans Feu, le quartier des Halles. Donc voilà, bonne nuit. Merci Charlotte.